Oui, et du coup, tu vois, c'est comme ça que j'ai fini d'expliquer vraiment le phénomène de la poussée d'Archimède lors de la vidéo de la semaine passée. Ah ouais, ok. Bah, j'ai vu la vidéo d'ailleurs, Ah elle oui? était franchement bien faite. Oh, merci. Quelle J'approuve. générosité. Et on va voir quoi cette semaine du coup? Eh bien, justement, j'ai choisi 6 sujets tout aussi intéressants. Et ben voilà, je te propose d'en choisir un au hasard, comme ça, ben, voilà, Ok, on va pas dire qu'on a préparé à l'avance. ça va. L'effet centripète, Ah oui, l'effet centripète. pas l'effet centrifuge plutôt. Non, non, on parle bien de l'effet centripète. Et si je te disais que dans cette éolienne derrière moi, il y a cet effet centripète? Les tourniquets dans les plaines de jeux pour enfants sont également un exemple de la vie de tous les jours où on retrouve un effet centripète. Alors, est-ce que tu visualises un peu mieux ce qu'est l'effet centripète maintenant? Ben, pas trop, Non? à part que ça tourne quoi. Et je suis sûre que je suis pas la seule à ne pas connaître. Ah oui? Ouais, Eh ben, tu sais quoi, j'ai une idée. On va demander aux gens. ça marche. Donc ça fait longtemps que j'en ai plus entendu parler. La dernière fois que j'en ai entendu parler, ça devait être en humanité. Mais je sais qu'il y a des exemples dans la vie de tous les jours, comme par exemple chez les astronautes pour leur entraînement. Donc on les met dans une boîte, on les fait accélérer sous forme de cercle. Et à ce moment-là, avec la vitesse, ils auront une accélération qui les dirigera vers le fond de leur fauteuil. Et donc ça va simuler une accélération lors du décollage d'une fusée. Donc ça, c'est un des nombreux exemples qu'il y a dans la vie de tous les jours. Hmm. Euh, Bonne question. Je sais pas, centre, Moé, iPad, non. Il y a plein de mots qui me viennent en tête, mais L'effet centripète, ça me fait penser à un centre. Et à partir de ce centre, ce centre met en mouvement des choses autour. Je vois pas la différence avec l'effet centripète. Peut-être une accélération plus poussée vers l'extérieur ou une vitesse plus rapide, j'en sais rien, j'en sais. c'est pas une force justement qui. Mais c'est pas un effet de cercle justement, non? Enfin, c'est peut-être bête hein, ce que je dis, hein. Mais j'ai l'impression que quand on en avait parlé, ou enfin quand j'en ai déjà entendu parler, ça sous-entendait que la force était un peu comme un tourbillon, non? C'est pas possible? L'effet centrifuge, à part me faire penser aux centrifugeuses, je vois pas. Quelque chose qui tourne vite. Je t'avais dit que personne ne connaissait. Ben oui, effectivement, je ne pensais pas que ce phénomène était si méconnu, je dois bien l'avouer. Du coup, il serait peut-être utile de s'y pencher et vraiment d'expliquer concrètement ce qu'est ce phénomène. Je suis d'accord avec toi. Bien que ce phénomène qu'est l'effet centripète soit si méconnu, nous pouvons voir qu'il est pourtant présent sous de nombreuses formes, telles qu'une moto dans un tournant, dans une éolienne, dans les grandes roues, dans la gravitation des planètes autour du Soleil, dans certains moteurs, dans certaines attractions ou encore dans les hélices d'un hélicoptère. Avant de vous parler de l'effet centripète, il est nécessaire de revoir brièvement les bases du phénomène et ici en l'occurrence les bases de l'accélération. Pour ce faire, imaginons un homme sur le bord d'un carrousel, dans un premier temps au repos. Admettons maintenant que l'homme se déplace à vitesse non constante vers le centre du carrousel. La première composante de l'accélération est alors l'accélération relative, représentée par la flèche rouge sur notre schéma. Cette accélération relative est due à l'accélération de l'homme, dans notre cas, radiale et vers le centre du carrousel. Nous conférons maintenant une accélération angulaire, oméga point au carrousel. La deuxième composante est alors l'accélération d'entraînement, représentée par la flèche mauve sur notre schéma. L'accélération d'entraînement est due à l'accélération angulaire du carrousel, et elle possède une direction tangentielle au mouvement circulaire du carrousel. Imaginons maintenant que le carrousel tourne à une vitesse angulaire constante oméga. La troisième composante est alors l'accélération de Coriolis, représentée par la flèche jaune dans notre schéma. Elle provient d'une part de la vitesse angulaire du carrousel et de l'autre part de la vitesse relative de l'homme. Dans notre cas, la direction de l'accélération de Coriolis est tangentielle car l'homme se déplace vers le centre du carrousel. Enfin, la quatrième et dernière composante est l'accélération centripète, représentée par la flèche bleue sur notre schéma. Son origine provient uniquement de la vitesse angulaire oméga du carrousel. Sa direction est donc toujours radiale et par définition vers le centre du carrousel. L'accélération résultante sera donc la somme vectorielle de ces quatre composantes. Selon la première loi de Newton, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins qu'une quelconque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état.
C'est ce qui est représenté ici par la première flèche où aucune force n'est appliquée. Ensuite, une force extérieure ponctuelle est appliquée et contraint le corps à changer de trajectoire. Enfin, et c'est ceci qui nous intéresse le plus dans notre cas, une force extérieure agit en permanence sur le corps, ce qui le maintient selon une trajectoire circulaire. Lorsque cette force disparaîtra, le corps repartira dans sa trajectoire rectiligne et uniforme. Afin d'illustrer dans un exemple de la vie de tous les jours en quoi consiste le MCU, nous avons convenu que l'exemple du virage était simple et représentatif du mouvement. Tout d'abord, nous avons une voiture abordant un virage à l'instant T1 et à une vitesse V1. La longueur du vecteur vitesse, en bleu dans notre exemple, correspond à la norme du vecteur, qui est ici de 30 km/h. À l'instant T2, la voiture a une vitesse V2, qui a toujours la même norme de 30 km/h. Et c'est la même chose un peu plus loin dans le virage, elle a une vitesse V3 à l'instant T3. Enfin, à la sortie du virage, à l'instant T4, la voiture a une vitesse V4 ayant toujours le même module qu'auparavant. Cela revient donc à dire que la norme de la vitesse est bien restée constante tout au long du virage, à 30 km/h. Mais alors, en quoi y a-t-il eu une accélération? On peut constater que les flèches rouges font référence à une force continue qui maintient la voiture sur sa trajectoire circulaire, comme on l'a vu précédemment quand nous avons énoncé la première loi de Newton. Ce qui a donc changé, ce n'est pas la norme du vecteur, mais bien sa direction. En effet, lorsque l'on fait la différence des vecteurs vitesse V1 et V2, afin d'obtenir le vecteur variation de vitesse, on voit que celui-ci pointe vers l'intérieur de la courbe. L'accélération moyenne, issue de cette variation de vitesse, pointe donc dans la même direction, vers le centre de la courbe. Lorsque l'on fait la même chose avec les autres vecteurs vitesse, on obtient également d'autres vecteurs accélération moyenne, tous orientés vers le centre de la courbe. L'accélération est donc radiale et est dirigée vers le centre. On l'appellera donc accélération centripède, qui veut littéralement dire rapprochant du centre. Nous allons entamer une approche intuitive de l'effet centripète afin d'avoir une réflexion simplifiée du phénomène. Cette réflexion aura pour support le schéma suivant, qui représente la trajectoire circulaire d'une particule se déplaçant à vitesse constante de module V autour d'un point à une distance r qui constitue le rayon. Il s'agit donc bien d'un mouvement circulaire uniforme. La particule va tourner autour du centre O à une vitesse V1, dont le vecteur est tangente à la trajectoire circulaire et perpendiculaire au vecteur position R1. On reproduit également dans un premier temps le vecteur vitesse V1 sur le côté. Elle va parcourir un arc de cercle et arriver au point H avec un vecteur position R2. Le déplacement peut se mesurer par l'angle parcouru autour du centre O, que l'on appellera la variation de θ. Le déplacement est vertical et est illustré par le vecteur variation de position ΔR. La particule aura une vitesse V2, de même module que la vitesse V1, car nous sommes en mouvement circulaire uniforme. On constate que le vecteur vitesse V2 est aussi tangente à la trajectoire et perpendiculaire au vecteur position R2. On peut aussi reproduire ce vecteur vitesse sur le côté. Avec le graphe vectoriel de la formule vecteur vitesse V2 est égal à vecteur vitesse V1 plus variation de vecteur que l'on a reproduit sur le côté, on a la confirmation que les vitesses V1 et V2 ont la même norme car la longueur des vecteurs est la même. Le vecteur variation de vitesse a une orientation horizontale et radiale vers le centre qui se calque parfaitement bien sur la bisectrice de l'angle que l'on retrouve dans le cercle. On obtient deux triangles OGH et PIJ isocèles possédant les mêmes angles. Pourquoi cela? Parce que les rapports représentant ces angles sont égaux. Donc on peut voir que le membre de gauche représentant le rapport entre la norme du vecteur variation de position sur la norme du vecteur position est égal au membre de droite représentant le rapport entre la norme du vecteur variation de vitesse sur la norme du vecteur vitesse. En mettant en évidence la formule du vecteur variation de vitesse, on obtient la formule qui suit. Nous allons maintenant entamer la démonstration de la formule de l'accélération centripète. Pour effectuer cette démonstration, nous allons démarrer avec l'équation obtenue dans le point précédent, avec la figure précédente, et continuer la réflexion à partir de là. Étant donné que l'intervalle de temps ΔT est court, la variation d'angle θ sera petite. Ce qui amènera donc à ce que l'arc de cercle parcouru pendant cet intervalle de temps
se confondent et se calquent au segment de droite correspondant à la variation de position ΔR qui est le déplacement. Donc, la norme de la variation de position ΔR est approximativement égale à la norme de la vitesse fois l'intervalle de temps ΔT. Et à l'aide de l'équation que nous avons obtenue précédemment, et en remplaçant delta vecteur R avec l'équation approximative ci-dessus, on va obtenir cette formule-là. On voit ici qu'on peut faire usage de la définition de l'accélération vu que l'on a le module de la variation de vitesse sur l'intervalle de temps. Accélération qui est ici bien centripète. On a donc notre formule. On pourrait s'arrêter là, mais il y a une notion dans le mouvement circulaire uniforme qui est important à mettre en avant. Et il s'agit donc de la notion de période, donc le temps de révolution complet de la particule en mouvement. On tire la vitesse pour obtenir l'équation suivante, que l'on introduira donc dans la formule de l'accélération centripète ci-dessus. On obtient une seconde équation de l'accélération centripète en fonction de la période t. Voici donc les deux formules de l'accélération centripète que nous avons pu obtenir. Alors, est-ce que tu as compris ce que c'est maintenant? Oui, je vois beaucoup mieux ce que c'est, mais je pense qu'il manque des exemples concrets pour bien se représenter le phénomène. Tu permets que j'essaie quelque chose? Non, mais vas-y, je t'en prie. Prenons tout d'abord un exemple simple. Un objet relié par un élastique et tournant autour d'un axe. La perceuse dans notre cas, qui est une variante d'un exemple tout à fait connu où on attache un caillou au bout d'une corde et qu'on le fait tourner au-dessus de la tête. Donc ici, on peut clairement voir que l'objet est en rotation et à tout moment, cet objet possède une vitesse qui est tangentielle au mouvement circulaire. Cet objet subit également une accélération centripète qui lui impose un changement de direction et ce en tout point de sa trajectoire, ce qui lui permet donc effectivement de rester sur cette trajectoire circulaire. Ici, l'accélération centripète a donc pour origine la force de tension exercée dans l'élastique. Prenons un deuxième exemple. Nous avons un plateau. En posant un objet dessus, une pièce dans notre cas, et en le faisant tourner, nous pouvons observer des similitudes avec l'exemple précédent. La pièce a elle aussi une vitesse tangentielle et une accélération centripète, qui ici a pour origine la force de frottement entre elle et le plateau. Pour mieux visualiser ce dont on parle, nous modélisons une éolienne miniature, dont chaque pale subit l'effet centripète. C'est une machine de la vie de tous les jours et avec laquelle on peut très facilement faire le lien avec l'exemple de la perceuse, vu que c'est en effet le même principe, si ce n'est que la masse est ici répartie dans toute la pale. Dans un premier temps, l'éolienne tourne à 2,4 radians par seconde, ce qui représente une tension dans les pales d'environ 1,2 Newton. Puis dans un second temps, elle tourne à 4,8 radians par seconde. Et il est intéressant ici de remarquer que la tension subie par les pales a quadruplé, alors que la vitesse n'a que doublé. C'est dû au fait que la force évolue avec le carré de la vitesse, comme on l'a vu précédemment. C'est pas plus clair comme ça? Eh bien, si, honnêtement, c'est beaucoup plus clair. C'était une très bonne idée d'essayer d'illustrer, en fait. Mais il se passerait quoi du coup si l'effet centripète disparaissait en un claquement de doigts? Eh bien, ça, tu vois, c'est une très bonne question. Je m'étais posé la même, et eh bien, on va voir ce qui se passe. Nous allons voir dès à présent ce qu'il se passe lorsque cette force centripète présente dans les pales de l'éolienne n'est plus suffisamment grande. Reprenons notre exemple de la perceuse. Sans accélération centripète pour continuellement changer la trajectoire de la masse, celle-ci devrait poursuivre une trajectoire linéaire dès l'instant où l'effet centripète disparaît, ce qui est bien le cas ici comme on peut l'observer maintenant. Reprenons l'exemple du plateau maintenant. Dans ce cas-ci, l'effet centripète ne disparaît pas complètement, mais il devient trop faible par rapport à la vitesse de la pièce. On observe donc que celle-ci s'éloigne progressivement du centre, puisque la force nécessaire pour conserver le mouvement circulaire n'est plus suffisante. Pour en revenir à notre modélisation, c'est exactement la même chose. L'éolienne gagne en vitesse jusqu'à ce que la tension dans les pales soit trop forte et qu'elle se casse. Elle part alors sur une trajectoire rectiligne. Ah ouais, quand même, c'est super impressionnant. Ouais, ça l'est. Tu peux donc constater que la force centripète, bien qu'assez méconnue finalement, est vraiment essentielle et est présente dans toute une série d'applications, dont plusieurs qu'on voit vraiment dans la vie de tous les jours. En tout cas, voilà, j'espère que toutes ces explications et ces illustrations dont tu as toi-même contribué t'auront aidé à vraiment comprendre spécifiquement ce qu'est l'effet centripète. Ouais, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau phénomène physique. Bien oui, à la semaine prochaine.